Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joëlle, je suis créatrice de contenu chrétienne et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'ère à laquelle vous allez nous suivre ce soir. On est encore là aujourd'hui pour passer un bon moment à notre émission Autour d'un verre. Parle-nous à cœur ouvert autour d'un verre. Aujourd'hui pour vous, j'ai reçu la sœur, la servante Joëlle Wata, avec elle on va partager sur son témoignage. Elle va nous parler de temps qu'elle a traversé, comment elle a pu surmonter et je pense que cela peut édifier et évangéliser quelqu'un ce soir. Salut maman, ça va bien? Je vais très bien, papa, et vous? Oui, ça va très très bien. Aujourd'hui, on vous a reçu autour d'un verre. On va Ouais. essayer de partager et d'essayer quand même à édifier quelqu'un qui va nous suivre. On va Ok. partager votre histoire. Avec plaisir. Ah ouais, je vais aller beaucoup plus dans votre vie privée. Ah, si c'est pour la gloire de Dieu, ok. Waouh. La sœur Wata, ça m'est arrivé de parcourir votre page YouTube parce qu'à ce que je sache, vous êtes une créatrice de contenu Oui. qui est surtout chrétienne. J'ai eu à parcourir votre page, j'ai vu qu'il y avait un témoignage qui parlait de la dépression, qui parlait de la solitude, qui parlait de comment est-ce que vous avez reçu Dieu. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut partager avec nos abonnés comment ça fait-il que la sœur Wata a quitté de la dépression à une fille joyeuse et souriante qu'on voit ce soir? Oui, bien sûr. Par rapport à la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, je pense pas avoir dit le comment je suis devenue chrétienne. Il faut savoir que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes deux parents sont chrétiens en soi. Et depuis le bas âge, on nous a emmenés à l'Icodime et tout. On nous a fait retenir plein de versets. On a vraiment grandi. J'ai toujours su que Jésus était mon Dieu. Mais je ne l'avais pas encore accepté dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et après, quand je grandis, l'adolescence et tout, tu commences un peu à te perdre avec les amis. Surtout que moi, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment le genre de fille que tout le monde connaissait, quoi. Ok. Genre, j'étais un peu une star. On va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment, comme quand tu es à ce niveau-là, surtout à cet âge-là, ça te monte à la tête et tout. Moi, vraiment, ça m'est monté à la tête, la notoriété, tout ça. Déjà, ça m'a attrapé déjà à 15-16 ans. Ok. Donc, voilà, j'ai commencé à traîner beaucoup avec les amis et tout. Mais il faut savoir que vu que mes parents sont comme stricts, moi, j'allais pas trop en boîte de nuit. Moi, je buvais pas d'alcool. Moi, je fumais pas. Tout ce que j'aimais faire, c'est... J'aimais bien m'amuser juste avec mes amis en soi. Mais j'ai pas eu on va dire, des grandes déviations. On va dire ça comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu 17 ans, on va dire ça comme ça, j'étais en relation avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné en soi et la personne m'a laissé. Et ça Ok. m'a donné un gourmet. Mais là, tu n'étais pas encore chrétienne. Non, je connais... Tu connaissais Dieu, tu croyais en Dieu, mais tu Oui, n'étais pas chrétienne. j'étais pas chrétienne. Non, Ok. j'étais pas chrétienne. Donc, c'est dû à ce gourmand-là. Enfin, il y a des gens, le gourmand le font boire, les mettre dans la dépression. Moi, ça m'a fait rencontrer Jésus. Waouh, que Dieu bénisse cet homme de partout là où il se trouve. Amen. Il a gagné une servante à travers un gourmet. Amen, en tout cas. Et donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que vu que ça tombait pile à la période de confinement, donc tout le monde était chez soi. Tout le monde était comme à la maison et tout. Et donc moi, moi, c'était un mal pour un bien pour moi parce que ça m'a permis de m'éloigner un peu de l'environnement auquel j'étais habituée. Les amis que j'étais habituée de fréquenter. Parce que je savais que quand ils allaient apprendre que je commence à prier, ils allaient tous se moquer de moi. Yeah, ça a toujours été comme Ils allaient ça. vraiment tous se moquer. Donc ça m'a permis vraiment de garder ma foi, on va dire, un peu secret. Et après, quand on a commencé à rouvrir les églises et tout, j'avais une amie à moi qui est aussi ici au Canada aujourd'hui. Et elle et moi, on allait à tous les programmes de prière. J'avais vraiment le zèle, vraiment l'envie de chercher de tous les programmes. Quand on dit montagne, c'était même comme tous les samedis, tout le monde sort.
Elle et moi, tous les samedis, rendez-vous à la montagne, tout le temps. Et c'est comme ça que ma relation avec Dieu, elle a commencé en soi. En écoutant l'histoire, c'est que tu n'étais pas... Tu croyais en Dieu, tu connaissais Dieu, mais tu n'étais pas chrétienne. Mais ça s'est fait que tu étais dans une relation où tu t'éveillais avec la personne, en fait. Oui. Où ton petit monde, c'était cette personne. Mais quand la personne t'a quitté, tu t'es vu seul. Et tu as comblé le vide que la personne a laissé avec Dieu. Exactement. Euh, C'est pas vraiment... Bon, on va dire ça comme ça. Mhm. Parce que Dieu n'était pas mon premier amour. Ok. C'était pas lui mon premier amour, c'était cette personne-là. Mhm. Et c'est même, je pense que c'est même dans ça que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en tombent. C'est que au lieu de faire de Dieu notre premier amour, c'est un homme ou une femme qui devient notre premier amour. Et moi, je me dis que cette relation-là, c'est Dieu qui a fait en sorte de la briser pour Mhm. effectivement que je retrouve mon premier amour. Et je pense que pour moi, c'était un mal pour un bien, en tout cas. Waouh. Et ça c'était quand j'étais à Kinshasa, avant de venir au Canada. Parce que quand je suis venue au Canada, j'étais déjà chrétienne. Ah, ok. Mais ça s'est passé quand tu avais 17 ans Oui. et que tu as reçu Christ à l'âge de 17 ans. Oui. Et quand tu es venu au Canada, l'histoire nous apprend que la sœur s'est mise encore dans une autre relation où là maintenant, elle a failli même se marier. Non, oui, bon, on va recontextualiser tout. L'histoire de... Parce que sur ma chaîne, il y a 2 vidéos. Ok. Mais les 2 vidéos parlent de 2 hommes différents. C'est pas la même personne. Ok. Ce n'est pas la même personne du tout. La première vidéo, je parle de la période de dépression que j'ai vécue quand je suis arrivée au Canada. Pourquoi j'ai commencé par là? Parce que je pense qu'on parle beaucoup de notre témoignage quand on n'a pas encore rencontré Jésus. On s'est dit que non, quand j'étais avant Christ, j'étais dans ça. J'ai rencontré Christ, Jésus m'a sorti de là. Mais je trouve que très peu de personnes parlent de ce qui se passe après la conversion. Parce que moi, après ma conversion, c'est vrai que j'ai eu du zèle et tout. J'ai vraiment commencé à aimer Dieu, à le chercher. Mais j'avais jamais été éprouvée. On va dire ça comme ça. On parle jamais des épreuves qu'on traverse après notre conversion. Et moi, les épreuves que j'ai traversées, c'est arrivé quand je suis arrivée ici. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas en couple avec cette personne. Mais ce qui se passe, c'est que je me fais baptiser. Je reste encore 1 an à Kinshasa et tout. Je pense entre 18 et 19 ans. Vu que je suis née à la fin de l'année aussi, c'est très difficile de situer mon âge. Yeah. Donc, entre 18 et 19 ans, j'arrive au Canada et j'arrive à Québec City. Je ne connais personne dans la ville. Toutes les personnes que je connais habitent soit Montréal ou Ottawa. Donc, je me retrouve seule et je commence à chercher une église, je commence à chercher un endroit où prier. Mais vu que je ne connais pas vraiment des gens, je n'ai pas vraiment de repères, on va dire ça comme ça. Et à l'université où j'étais à l'université Laval, je rencontre un garçon avec qui, on va dire, le courant est bien passé. Mais un courant amical. C'était vraiment un courant amical. Je savais que j'étais encore au début de ma foi. Pour moi, même 1 an dans le Seigneur, c'est encore le début de la foi pour moi. J'étais encore au début de ma foi. Donc, je savais que je n'étais pas prête à m'engager dans une relation sérieuse. Et surtout qu'ici au Canada, j'ai l'impression qu'on vit les relations avec une intensité fois 1000. On va dire ça comme ça. C'est beaucoup plus intense ici que quand on était... À Kinshasa, on avait les parents, il fallait rentrer, tout ça. Il y avait un peu... Voilà, ici, on n'a pas de... Ta protection, c'est toi-même. Ta conscience, c'est toi-même. Tes principes. Exactement. Et je savais que je n'étais pas encore assez assise dans ma foi pour commencer quelque chose avec quelqu'un. Je voulais vraiment, avant de me mettre avec quelqu'un, je voulais vraiment être sûre que oui, je suis la meilleure personne pour ma personne. Donc, je savais que je n'étais pas encore là. Et la personne que je l'ai rencontrée par l'intermédiaire des gens aussi, seulement que j'avais croisé à l'université. Il y avait aussi des gens dans la famille, l'enfant de l'ami, du frère, de tout ça et tout, qui a fait que j'ai connu cette personne. C'était un ami
Et le fait qu'on s'est beaucoup rapprochés. On passait tout notre temps ensemble. C'est lui qui m'aidait. On était dans le même programme aussi. Sauf que lui, il était il était en maîtrise et moi, je faisais un bac. Donc, Ok. tous les cours que j'avais, il les avait déjà eus. Et donc, il m'aidait vraiment par rapport à ça. Il m'aidait aussi à faire les courses. Il m'aidait pour plein de trucs en soi. Et moi, je le considérais comme mon grand frère. On va dire ça comme ça. Ok. Et alors, grave, je sais pas si c'est la naïveté aussi, c'est grave. Mais je le considérais comme mon grand frère. Mais il m'avait quand même parlé de ses sentiments pour moi. Parce que lui, il en avait développé pour moi. Mais c'était pas réciproque. C'était vraiment pas réciproque. En plus de ça, même physiquement, il m'intéressait vraiment pas. C'était vraiment mon yaya, en fait. C'était vraiment mon grand frère. Et moi, j'étais attachée à lui parce que j'avais l'impression que il était bien avec moi, mais de manière désintéressée. Ok. Je pensais que c'était vraiment désintéressé. Tout. Moi, je me disais, ah, tu viens de la rue, tu dis non, ah, j'ai croisé un yaya, il m'aide et tout. Donc, il est gentil avec moi et tout, mais bon, Mais lui, pour lui, il avait déjà des sentiments. lui, il avait déjà des sentiments. Le mal, ça aurait été si j'avais nourri ses sentiments. Ça aurait été mal. Mais je lui avais déjà dit que moi, je ne ressens pas ça pour toi. Et je pense que j'avais ajouté, je ne pense pas qu'un jour, je peux ressentir la même chose avec toi. Et ça, c'était même en dehors du fait que je ne voulais pas m'engager dans une relation. Même si je voulais m'engager dans une relation, ça n'aurait pas été avec lui. Ok. Il n'était vraiment pas ce que je voulais, vraiment pas. Et donc, il a fait mine d'accepter que non, voilà, elle veut pas et tout. Donc, bon, pour lui, ça n'avait pas l'air d'être un problème. Mais j'avais quand même décidé de prendre certaines précautions, certaines distances avec lui. Genre, par exemple, quand j'avais besoin d'aide pour certains cours, je préférais demander à d'autres personnes que demander à lui. Et quand j'ai essayé un peu de sortir de cette amitié-là, j'ai commencé à me faire d'autres amis à la fac. Donc, j'ai commencé à parler avec d'autres personnes. Et j'ai aussi trouvé une église. Donc, j'ai commencé à aller à l'église et je faisais en sorte que, au lieu d'être si proche de la personne... Ouais, parce que quand tu dis que tu n'as pas nourri ses sentiments, mais ta présence, c'était comme si tu étais en train de nourrir ses sentiments. Et moi, on ne peut pas dire que je l'évitais, mais je l'évitais un tout petit peu. Okay. Vraiment. Mais je ne voulais pas qu'il ait l'impression que je l'évite parce que je ne voulais pas le vexer. Mais je l'évitais un tout petit peu. Je préférais les moments où, par exemple, parce qu'on se promenait beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup marcher. Donc il m'accompagnait souvent dans mes balades et tout. On parlait vraiment de tout et de rien. Et tous ces moments-là qu'on avait tous les deux, je commençais à les passer peut-être à l'église. Vu que j'avais trouvé une église maintenant, je préférais aller à l'église ou bien partir avec une copine j'ai une bénédicte que j'avais rencontrée et tout. On s'est très bien entendu, elle et moi aussi. Donc, je passais beaucoup de temps aussi avec elle. À chaque fois qu'il me demandait, ah, est-ce que tu es libre? Ah non, je suis avec ma copine et tout. Donc, j'ai essayé de mettre cette distance-là. Mais ce qui s'est passé, ça allait bien. C'est vrai que je ressentais la solitude parce que mes parents n'étaient pas là, mes soeurs n'étaient pas là et tout. Mais je ne voulais pas me laisser abattre. J'avais déjà été en dépression une fois, mais je ne voulais pas que ça recommence. Donc, je ne voulais pas déprimer. Je me suis dit non, je suis déjà là. Donc, toi aussi, ton beau ami. Exactement. Cabri Maurice qui peut mourir encore. On est déjà là. Donc, j'ai essayé de m'en sortir du mieux que je pouvais. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que il faut savoir qu'avant ça, moi, je n'avais jamais connu d'homme avant. J'avais jamais connu d'homme. Comme je t'ai dit, vraiment, j'étais pas dans les délires de débauche quand j'étais jeune. C'est vrai que j'étais têtue, mais j'étais quand même assez sage comme fille. Donc, et moi, je me disais, non, moi, le premier homme que je vais connaître, ça sera mon mari. J'ai grandi comme ça. Et ça, c'était même bien avant que je devienne chrétienne. Hein. Ça, on va dire, c'est éducatif. Et quand ça, c'était dans l'éducation, je me disais ça. Mais après, quand je me suis convertie, c'est un vœu que j'ai fait à Dieu. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, je dis non, comme Dieu m'a trouvé dans ça, comme ça, je fais le vœu que je vais rester comme ça. Et c'est resté comme ça dans ma tête. Et je pense que c'est quelque chose que j'avais partagé avec une amie de la fac qui a raconté. J'ai pas compris à quel moment tout le monde était au courant.
Parce que, genre, à Québec City, c'est une ville où il y a très peu de Congolais. Donc, la communauté congolaise, elle est vraiment petite comme ça. Ah, c'est pas ça la raison. À Ottawa, on est nombreux, mais ton histoire peut aller comme si c'était un message du day. Franchement, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris une histoire comme ça. Comment tout le monde était au courant et tout. On m'appelait, ça c'est Joël, regarde Joël la Vierge, tu vois quoi. Et c'est après que j'ai appris que non, il y avait même des paris sur ma tête. Oh non, qui sera le premier et tout. Mais à un moment, je ne calculais pas tout ça parce que je me disais, bon, moi je sais ce que je veux dans ma vie, je connais mes objectifs, donc je me focus sur ça. Et après, je pense que le temps est passé et lui et moi, on n'était plus tellement proches non plus, mais on parlait quand même un peu. Et comme j'ai dit, je me faisais d'autres amis. En dehors de ma copine, j'ai commencé aussi à me faire des amis garçons. Et les amis garçons que je me faisais, c'est peut-être des gens avec qui j'ai étudié à Kinshasa, des gens avec qui j'étais déjà en contact quand j'étais à Kinshasa qui sont arrivés après moi. Et puis quand on s'est retrouvés dans la même ville et tout, on commençait à parler. Et je sais pas si c'est la rage ou quelque chose dans le genre. Il y a quelqu'un qui a lancé la rumeur que voilà, j'avais eu des relations avec quelqu'un, avec un de mes amis avec qui je fréquentais et tout. Moi, je savais qu'il y avait cette rumeur-là sur moi, mais moi, je suis le genre de personne, si je sais que je n'ai rien fait, je suis tellement contente, je suis tellement tranquille dans mon coin et tout. Et quand lui, il a appris ça, ça ne lui a pas beaucoup plu, l'histoire. Oh bon. Pour lui, il s'est dit que c'était vrai. Lui, il s'est dit que c'était vrai. Et dans sa tête, il s'est dit... non, en fait, c'est après que j'ai appris ce qui se passait dans sa tête. Mais à ce moment-là, dans sa tête, c'était vraiment comme... Ouais, moi, je l'ai pris pour une fille sérieuse et tout. Elle a trop fait la sainte avec moi. Elle a trop fait la sainte avec moi et tout. Je vais lui montrer des choses comme ça et tout. Et après, j'ai vu qu'il commençait à revenir petit à petit dans ma vie. Même quand je lui disais que je n'étais pas disponible, je le voyais, il était devant chez moi. Il me dit non, je suis venue te prendre pour qu'on aille se promener. Tu vois. Et je pense quelques jours après, il revenait tout le temps à la maison. Sauf que moi, j'avais une règle, c'est qu'après 21h, personne n'entre chez moi. Je vivais toute seule, donc je ne voulais pas me retrouver seule la nuit avec un homme pour ma propre sécurité. Et ce jour-là et tout, il est venu, il m'a dit non, et tout, je viens te chercher pour qu'on aille se promener et tout. Bon, moi, je ne savais pas ce qui se tramait dans son dos et tout. Et on est allé se promener et tout. Et puis, il a commencé à me faire des longues déclarations d'amour bêtes et tout. Moi, quand il me disait des choses comme ça, moi, dans ma tête, c'était... Quelqu'un déclare ses sentiments, tu dis tes déclarations bêtes. Des déclarations bêtes. Oh, c'est bête parce que moi, je trouve ça trop... Moi, je trouve ça bête dans le sens où... J'ai commencé à trouver ça bête dans le sens où c'est une discussion qu'on a déjà eue et à plusieurs reprises. Et c'est pas... Hier, je n'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui non plus, je n'ai pas changé d'avis. Et après, il m'a juste dit OK. Et puis, on est rentré à la maison. Et je pense qu'il était comme... Il était 20 heures, je pense. Il était 20 heures. Et je devais changer de coiffure en soi. J'avais des mèches et tout. Je devais changer de coiffure. Et puis, il m'a dit que non, sa meilleure amie est dans les parages et que sa meilleure amie pose correctement les perruques. Wow. Alors, on passe chez elle. Et d'ailleurs, la fille et tout, c'est vraiment dans cette histoire, c'est vraiment parmi mes témoins. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue mon amie. Elle est plus son amie à lui. Et ce qui s'est passé, c'est que on est parti chez la fille et tout. Elle m'a posé la perruque tranquillement. On était en groupe à la maison. On a rigolé, on a parlé. Et après, vers 23h, je pense que c'était minuit ou 1h du matin, dans les environs, j'ai dit non, je dois rentrer à la maison parce que le lendemain matin, j'avais cours. Et quand je suis rentrée, il m'a ramenée. Et puis, il m'a dit non et tout, est-ce que je peux entrer 2 minutes et tout. J'ai dit non, il est tard, demain. Il a insisté, il a dit non et tout, je veux pisser. J'ai fait, pisse dans la rue. Non, il m'a dit que non, il voulait se soulager et tout. J'ai fait bon, ok, vas-y, tu entres et tout. Il est entré et tout, il est allé dans la salle de bain. Moi, j'étais là, j'attendais. Il faut savoir que moi, j'étais dans un studio et tout, qui veut dire que genre, j'avais pas comme de salon et tout, comme quand il y avait la chambre, juste ça. J'avais juste aménagé la maison comme ça. Et donc, il est entré dans la salle de bain et tout. Et au moment de sortir, il ne veut pas sortir. Il ne veut plus sortir. Et tout, il a commencé à me toucher et tout
ça et tout. Pour toi, tu t'es dit quoi? C'était un plan préparé? Après ça, il m'a dit que c'était pas préparé, mais personne ne m'a enlevé dans la tête l'idée que c'était planifié. Parce qu'en fait, il y avait trop de choses qui étaient que ça coïncidait trop. Ça coïncidait Mais tu sais trop. que ça peut aussi être. Ah. Bon, peut-être, je sais pas. Mais le fait est que voilà, il a commencé à me toucher, tout ça et tout. Et je lui ai clairement dit que je ne voulais pas. Je lui ai dit que non, je ne veux pas. Et surtout que je ne voulais pas non plus aller plus loin avec quelqu'un dont je savais que je n'avais même pas de sentiments pour cette personne. Mais malheureusement, je ne sais pas si les garçons, quand on vous dit non, n'écoutez pas bien. Yeah. Mais voilà, il a fait ce qu'il a fait et tout. Et c'était difficile. Parce que c'était... comment je dis ça? Est-ce que l'acte qui s'est passé aujourd'hui, on peut définir ça comme viol? Moi, je définis ça comme ça. Parce que, par définition, le viol, c'est tout acte sexuel, que ce soit vaginal, anal, qui a été commis sans le consentement de la personne. Ok. La différence entre un acte sexuel normal et un viol se trouve au niveau du consentement. Si j'avais dit oui, vas-y, fais. Aujourd'hui, on n'en serait pas ici. Yeah. Tu vois? Mais le fait est que je n'ai jamais dit oui. C'est même pas que je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit non. Je me suis quand même débattue et tout. Mais j'ai pas été plus forte que lui. Il faut savoir aussi le fait que à ce moment-là, j'avais super peur. J'étais vraiment tétanisée à ce moment-là et tout. Et la chose dont je me rappelle le plus, c'est de la douleur. Parce que ça m'a fait vraiment très mal. Pas seulement physiquement, même dans mon âme. Ça m'a vraiment fait super mal. Et ce qui s'est passé, c'est que quand c'est fini et tout, en fait, ce qui me faisait mal, c'était que plus on avançait, j'étais en train de pleurer. Je lui demandais d'arrêter et il voyait que je pleurais. Mais ça ne l'a quand même pas arrêté. Donc, je pense que même quand on est marié et que tu vois que ta femme est en train de pleurer et qu'elle te dit qu'elle ne veut pas, même si c'est ta femme, tu vas quand même arrêter, non? Parce que tu ne veux pas faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Tu vois? Et à plus forte raison, nous, on n'était pas mariés. On n'était même pas ensemble. On n'était même pas amoureux. On avait même... Toi, tu n'étais pas. Yeah. On n'était même pas ensemble, on n'était même pas amoureux. Et vraiment, je ne voulais pas que ma première fois soit comme ça. Je ne l'imaginais même pas comme ça. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que quelque chose comme ça pouvait m'arriver, moi. Moi, je voyais ça dans les films. Je voyais ça dans les films, je voyais ça dans les documentaires. Je voyais les reportages des femmes de l'Est qu'on a battues, qu'on a violées. Moi, je ne pensais pas que c'est quelque chose qui pouvait arriver dans ma vie. Et le pire, c'est que quand il a fini et tout, moi, je suis partie me cacher dans la salle de bain parce que je me sentais trop mal. Je me sentais trop sale, j'avais trop mal et tout. Je me suis enfermée dans la salle de bain jusqu'au matin. Je pense que j'ai dormi à l'intérieur de la baignoire. Parce que j'avais mal aussi et j'arrivais à peine à me lever. J'ai dormi dans la baignoire et quand je me lève le matin, quand j'ouvre, je vois qu'il est là. Il n'est pas parti. Il a passé la nuit chez moi. Et quand je lui demande qu'est-ce que tu fais là, il me dit non, je t'attendais pour qu'on aille acheter la pilule du lendemain. À ce moment-là, j'ai eu un rire nerveux. Parce que, en fait, je ne sais pas si t'es déjà arrivé à un moment Mais où... malgré que tu es resté dans la chambre, dans la salle de bain pendant toute la nuit, ça ne l'a pas inquiété. Non, il est resté dans la chambre. Il est resté dans la chambre. Je pense que qu'à un moment, il s'est endormi parce que moi, je me suis endormie. Et puis, quand je me suis réveillée, il était quelque chose comme 10 heures. Okay. Et il était 10 heures. Quand je me lève, quand j'ouvre la porte, il est là. Et après, il m'a juste dit, habille-toi, on part à la pharmacie. Je me suis habillée, on est parti à la pharmacie. Et à la pharmacie,
quand tu arrives et tout, tu dis ce que tu veux. Je ne savais même pas à quoi Pilule de lendemain ressemblait. Je savais même... Si je te dis que je savais même pas que ça existait vraiment pour de vrai. Je pensais que c'est un truc qu'on avait inventé. Wow. Alors, je suis partie et tout. Je l'ai acheté. Et comme c'est la première fois que je la prenne, ça a vraiment eu de grosses conséquences sur ma santé. J'ai vomi toute la journée. J'étais malade, j'avais la nausée, j'avais mal à la tête, j'ai eu de la fièvre. Et j'étais vraiment comme malade et il est resté là toute la journée. Et quand je lui demande pourquoi il est là, il me dit que non, il veut s'assurer que je ne vais parler à personne. Parce qu'il avait pris mon téléphone. Il a dit, je veux m'assurer que tu ne vas appeler personne et que tu ne veux parler à personne. Et voilà, on est resté là. Et ensuite, je pense le soir, il m'a remis mon téléphone parce que ma maman m'a appelé. Parce que je pense à ce moment-là, mes parents m'appelaient tous les jours. Ma maman m'a appelé et quand elle a appelé, je voulais répondre et il m'a dit, avant que tu puisses répondre au téléphone, rappelle-toi que après ce qui vient de se passer, plus aucun homme ne voudra de toi. Donc si tu en parles et tout le monde va te juger. Personne ne sera de ton côté. Wow. Il a voulu te mettre dans une situation où tu vas te rendre compte que si tu en parles à quelqu'un, tu as aussi ta part des responsabilités. Exactement. Il m'a carrément fait, il a carrément mis dans ma tête que ce qui s'était passé, c'était ma faute. Okay. Que c'était ma faute. Que si je ne l'avais pas énervé, si je l'avais accepté depuis longtemps, tout ça n'allait pas arriver. Le gars, il est agressif, hein? Il m'a dit que tout ça n'allait pas arriver. Et il m'a dit aussi que non. Il a commencé à me dire, tu sais bien qu'on mesure la valeur d'une femme par rapport aux hommes avec qui elle a couché et tout. Et toi, vu que tu l'as déjà fait, toi et toutes les autres, vous êtes maintenant pareils et tout. Donc si... Genre, il a utilisé tous ces arguments-là pour te mettre dans une culpabilité. Exactement. Et il m'a clairement dit, si moi je ne t'épouse pas, personne ne voudra de toi. Oh my God. Moi, je suis restée là. J'ai eu ma mère au téléphone comme si de rien n'était. Allô maman, ça va et tout. Et il est parti. Sauf que quand il est parti en sachant personnellement ce qu'il avait déjà mis dans ma tête. Je ne pouvais plus rien faire. En fait, je pense qu'après ça, j'ai fait 2 semaines, je ne sortais pas de la maison. Je ne brossais pas les dents. Je ne me lavais même pas. J'étais seulement sur le lit comme ça. Mais avec lui, il y a eu une relation qui s'est poursuivie après, ou soit vous avez coupé contact, vous avez coupé même ce qui était comme relation amicale, vous avez tout coupé. Moi, je le considérais plus comme mon ami. Faut savoir, moi, je le considérais plus comme mon ami. Je le considérais comme une personne avec qui j'avais partagé quelque chose qui devait rester secret. Wow. C'était ça, en fait. Je le considérais comme quelqu'un avec qui j'ai partagé quelque chose et personne ne doit être au courant, sinon ça retombe sur moi. Mais après l'acte, vous avez continué quand même à vous parler? Oui, on a continué à se parler. En fait, après cet acte, je me suis déconnectée de tous les amis que je m'étais fait. Okay. J'ai arrêté de parler à tout le monde. Je ne parlais plus à personne. Et j'ai arrêté d'aller à l'église aussi. Il m'avait dit que si je vais à l'église et que si je raconte à mon pasteur ce qui était arrivé, à l'église, tout le monde allait me pointer du doigt. Donc, que c'est mieux que je n'y aille plus pour ne pas avoir honte et trop tout. possessif. Donc, je suis plus allée à l'église. Et après ça, même pour aller à l'école, parce qu'à ce moment-là, je travaillais aussi. C'est lui qui m'accompagnait à l'école. Il restait là juste pour que je termine mon cours et il me ramène à la maison. Il m'accompagnait au travail. Il reste durant tout mon shift jusqu'à ce que je vais terminer. Il me ramène à la maison. Si je dois faire des courses, je lui fais la liste. C'est lui qui part faire les courses. Il me ramène ça à la maison. Je ne parlais à personne. Il contrôlait mon téléphone tout le temps pour être sûr que je n'ai raconté cette histoire à personne. Et il faisait tout ça au nom de l'amour.
ce qui s'est passé, l'acte qui s'est passé, il y a une deuxième fois. Oui. Et ça, penses-tu qu'aujourd'hui, on peut considérer ça comme une erreur? Je sais pas. En fait, Parce que si c'était la il n'y a première pas fois... eu une deuxième fois. Je ne dis pas qu'il y a il y a eu d'autres fois. Ce qui s'est passé, c'est que c'était en mode, il vient, il fait son affaire, il part. Il vient, il fait son affaire, il part. Il ne me demande pas, je ne dis rien, je ne fais rien. Tant que je ne bouge pas, je ne crie pas, tout va bien se passer. C'était ça qu'il me disait. Tant que tu ne bouges pas et que tu ne cries pas, tout va bien se passer. Parce que si tu cries, je vais te frapper. C'était ça. Si tu bouges pas, tu cries pas, tout va bien se passer. Donc, en vrai, il y a eu une relation entre vous, mais qui était un peu toxique. Et c'est même pas, ça, c'est le summum du toxique. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, comment dire, toutes les fois où c'est arrivé, j'ai eu mal toutes ces fois-là. Et pendant un long moment, pour moi, dans ma tête, le sexe, c'était quelque chose de douloureux. C'était quelque chose qui est censé faire mal. Et je pense que j'ai posé la question à une de mes amies qui, je sais, a déjà eu des expériences. Genre, je lui ai juste posé la question superficiellement. On parlait, je lui ai dit, non, mais quand toi tu faisais et tout, c'était comment? Genre, quand elle me racontait son expérience, ça ne matchait pas avec ce que moi je vivais. Toi, c'était genre... Moi, c'était horrible. Mais parce qu'il manquait un truc, il manquait l'amour dedans. Même en fait, c'était même pas que émotionnellement, même physiquement. À chaque fois que je saignais, ça me faisait vraiment très mal. Ça me faisait vraiment très mal. Et quand je lui disais que non, parce que je lui disais, à chaque fois que ça se passait, je lui disais, je ne veux pas faire ça parce que ça me fait mal. Il me dit, non, tu vas supporter. Parce que si moi je ne te fais pas ça, personne ne va te faire ça. Mais aujourd'hui, en parlant avec Joël, qu'est-ce qu'il aimerait attendre? C'est quoi ces petits conseils qu'il aimerait qu'on puisse lui dire avant de rencontrer ce genre de personnes dans sa vie? Pour les éviter. Je ne pense pas qu'on évite ce genre de personnes. Il n'y a pas de formule magique pour éviter ce genre de personnes. Parce que après avoir partagé mon histoire, il y a beaucoup de filles qui sont revenues me parler. J'en ai une dizaine dans mes DM qui sont venues me raconter leur histoire. Chacune a vécu quelque chose de similaire, mais de manière différente. Il y en a beaucoup. Moi-même, c'était quelqu'un, voilà, qui était, on va dire, moi, c'était un ami, on va dire ça comme ça. Il y en a qui ont vécu ça avec leurs parents. Il y en a qui ont vécu ça avec les amis de leurs grands frères. Il y en a qui ont vécu ça avec leurs oncles. Il y en a qui ont vécu ça avec leur propre mari. Donc, je ne pense pas qu'il y a un moyen parce que quand on dit qu'on peut éviter ça, ça veut dire que dans l'acte, on a une part des responsabilités. Or, dans une agression sexuelle, la victime a 0 part de responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de la psychologie de ces personnes-là. Okay. Pour moi, ça c'est ma façon de penser. Pour moi, une victime n'est pas responsable de ce que son agresseur a fait. Moi, je ne l'ai jamais forcé. Ce n'est pas aussi comme si je lui avais donné de l'espoir. J'ai été claire avec lui dès le début. Et c'est pas ma faute si c'est arrivé. C'est la faute de la personne. Donc, me dire que, voilà, je peux éviter. En tout cas, tout ce que je peux faire, c'est prier pour que ça ne m'arrive pas. Encore. Mais aujourd'hui, tu es délivré de la personne parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus en contact avec lui? On ne parle plus, mais on a parlé. Mais comment tu as fait pour te délivrer totalement de lui? Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que plus le temps passait, on va dire que je perdais énormément de poids. Je maigrissais beaucoup. Et ma mère avait remarqué que je maigrissais beaucoup. Il y a une fois, elle m'a appelée, elle m'a dit « Ah, les gens vont au Canada, ils grossissent. Toi, depuis que tu es partie, tu maigris. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait. Est-ce que je devais dire à ma mère que non, à chaque fois quelqu'un venait abuser de moi à la maison et tout ça et tout. Et le truc, c'est que la personne
faisait ça en sachant personnellement que j'allais dire ça à personne parce qu'il m'avait déjà manipulé. Il a joué à psychologie. Exactement. Et après, à chaque fois que j'essayais de résister et tout, il me frappait. Il y a aussi ce côté-là. J'avais peur. Il y avait des fois, je me retrouvais, moi qui suis noire, je me retrouve avec des bleus dans le corps. Wow. Je me retrouve avec des bleus. Je ne vais même plus en cours. J'ai carrément raté ma session. Je n'allais plus à l'école. J'avais des bleus, j'avais mes yeux qui gonflaient. Quand on me demandait qu'est-ce qui se passe, je devais me dire que je me cogne. J'ai dit que non, je me cogne et tout. Et ce qui se passait, c'est que j'ai commencé à m'auto-mutiler aussi. Donc, je prenais des lames de rasoir, je me coupais moi-même et tout. Tout ça, en fait, tout ce qui est douloureux et tout, j'ai commencé à m'infliger ça moi-même. En fait, je voulais me faire mal et ressentir la douleur pour que quand lui, il vient et qu'il me frappe, que je n'aille pas mal. En mode que la douleur que lui m'inflige soit Il inférieure. arrivait même à lever sa main sur toi? Oui. Ok. Quand je te dis que j'avais des bleus sur le corps, c'est... Wow. Voilà. En fait, je voulais me faire mal à un point où quand lui il me frappe, que je n'aille pas mal moi-même. Et après, à un moment vraiment, c'était de trop. Parce que la première chose qui s'est passée, c'est que quand on est arrivé genre vers le mois de décembre de cette année-là, je suis venue ici à Ottawa pour passer Noël avec mes cousines. Et je leur ai raconté ce qui s'est passé. C'est les premières personnes à qui j'avais raconté ce qui s'est passé et elles m'ont encouragée à déménager. Mais sauf que je voulais déménager, oui. Mais qu'est-ce que j'allais donner comme raison à mes parents? C'est ça aussi. J'allais leur dire quoi, que je pars, pourquoi? Donc je leur ai juste dit que non, je rentre d'abord à Québec d'où je viens. Si je trouve une solution, je vais repartir. Et quand je suis rentrée, je pense que ça faisait plus de 4-5 mois que moi, je n'avais pas prié. Pour moi, vraiment, c'était fini. Je pleurais tous les jours. Je me suis déconnectée de Dieu, carrément. J'avais plus... Je ne l'aimais plus. Parce que je me disais que s'il permet que ce genre de choses m'arrivent, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, au fait. Donc, pourquoi moi, je vais aimer quelqu'un qui ne m'aime pas, quelqu'un qui me fait constamment... Qui me laisse subir ça? Je me suis dit même... Seigneur, toi, tu es tout puissant. Tu peux même faire que seulement le temps qu'il quitte chez lui pour venir chez moi, il fait un accident de voiture, il meurt. Mais non, ne me dis pas que tu as même sauté sa mort. Je suis arrivée à ce niveau-là, je me suis dit que non. C'est lui même de chez lui jusqu'à chez moi, il arrive, il fait un accident, il meurt. Comme ça, moi, je suis délivrée de ça. Et ce que j'ai fait, c'est que ce jour-là, j'ai fait une prière. Quand je suis rentrée, j'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, non, je vais partir à l'église aujourd'hui. Si c'est qu'on prêche, ça ne me touche pas, ça veut dire que Dieu, tu ne me parles pas. Parce que je savais que je n'allais pas entendre Dieu dans un rêve ou par une vision ou par la prophétie. Non, je savais que ça n'allait pas arriver. Donc, je me suis dit que non, je pars à l'église. Si vraiment ce que j'entends là, ça n'a rien à voir avec ma situation, c'est vraiment que c'est mort. C'est mort pour moi. Je peux même me tuer. En fait, moi, je me suis dit non, que quand je vais rentrer, je vais me tuer parce que je n'en peux. En fait, je ne pouvais plus supporter encore l'idée de rester à la maison et attendre qu'ils viennent encore faire ces histoires. Je me suis dit une fois encore, j'allais pas supporter. Mon corps n'allait plus supporter. J'allais vraiment plus supporter. Et je suis allée à l'église. Et si je te dis que la prédication n'avait rien à voir avec ma... Wow. Rien à voir. Ça t'a donné une raison de plus de te détacher de Dieu. Tout ce que le pasteur disait du début à la fin, ça entrait dans une oreille, ça sort. Je me suis dit, mais ce pasteur ici, il raconte quoi? Moi, c'est pas pour ça que je suis venue. Et juste qu'on a fait la prière de clôture aussi. Et le dernier Amen, je me suis levée et puis je voulais partir. Quand j'arrive devant la porte, la femme de mon pasteur m'appelle. Elle m'appelle par mon prénom. Sachant que depuis que je suis dans cette église-là, je ne lui ai jamais donné mon prénom. Je ne lui ai jamais même dit bonjour. Elle m'appelle par mon prénom et tout. Quand elle m'appelle, elle me dit non. Ça fait des mois qu'on ne t'a pas vu à l'église. Ouais. T'as un problème? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous manques à l'église. Et puis j'ai commencé à pleurer. Quand elle m'a parlé, j'ai commencé à pleurer parce que je pense que c'était depuis longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un se soucier de ce qui m'arrivait. Vu que je parlais aussi avec personne, je me disais que personne ne se souciait de moi. Elle ne me connaissait pas et elle est venue
Elle a quitté où elle était parce que j'étais assise derrière. Elle a presque couru pour me rattraper à la porte, juste pour me demander qu'est-ce qui va pas. Et cet acte-là m'a tellement touchée que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et je lui ai raconté ce que j'avais. Et pourtant, je la connaissais même pas. Je lui ai raconté ce qui se passait et tout. Et elle m'a dit que non. La première chose qu'elle m'a dit, que les péchés qu'on fait ne diminuent pas l'amour que Dieu a pour nous. Peu importe ce que tu fais, peu importe le niveau où tu te dis que t'as baissé et tout, Dieu ne va pas arrêter de t'aimer pour ça. Et moi, il me fallait juste ça pour me remotiver. Quand je suis rentrée à la maison, je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'ai tout raconté à la femme de mon pasteur. Et tu avais tort, personne ne m'a jugé à l'église. Au contraire, on m'a tendu la main. Donc, toi, tu étais dans ce qu'il t'avait dit là. Oui, moi, j'étais dans ce qu'il... Non, j'étais dans ça. Toi, tu te disais, si quelqu'un apprend ça, je suis la première fautive. Oui, c'était ça que je me disais. Et mais au final, tu as fini par quitter la ville. Oui, j'ai quitté la ville. En fait, si j'ai quitté la ville, c'était parce que malgré le fait que, voilà, moi, j'avais coupé contact avec lui et je me suis réfugiée à l'église. Et que ce soit mon pasteur, que ce soit sa femme et tout, ils m'ont vraiment pris comme leur fille. Et tout, ils m'ont aidé, il y a eu des séances de délivrance et tout ce qui va avec et tout, jusqu'à ce que je me suis reconstruite. Et mais malgré ça, il a commencé à me harceler, on va dire ça comme ça. Il débarquait chez moi au beau milieu de la nuit, il a cassé les vitres de ma maison, il a frappé la porte jusqu'à tous mes voisins se sont réveillés. Quand il me voyait à l'école, il me suivait. En route, en fait, j'étais pas en sécurité. En fait, j'étais vraiment pas en sécurité. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de ramener quelqu'un pareil à la justice? Je sais pas. Je pense que tout le monde finit par changer. Pour toi, tu t'es dit que c'est un esprit qui les poursuivait, qui devait les quitter un jour. Oui. Pour moi, je me suis toujours dit que ce mec était possédé. Mais c'est parmi des personnes qui t'a non pas seulement éloigné de Dieu pour un moment, mais c'est parmi des personnes qui t'a pris la chose la plus chère d'une femme. Oui. Et aujourd'hui, en parlant avec Joël, est-ce que Joël peut nous dire que cette personne-là, tu l'as pardonné pour ne plus penser en mal de lui? Oui, moi je l'ai pardonné. Moi je prie que Dieu le délivre. Je prie. Je prie vraiment que Dieu le délivre. Parce que je ne pense... Pour moi, il est possédé par des mauvais esprits. Je ne pense pas qu'il est conscient de ce qu'il m'a fait. Et je ne pense pas qu'il a conscience du mal que ça m'a fait. Et ça prouve à quel point il n'est pas lui-même. Pour moi, vraiment, il est possédé. Et moi, pour moi, je prie que Dieu le délivre. Et je ne pense pas qu'il aura une délivrance en prison. Ah ouais. Exactement. Donc, la seule raison pour laquelle tu n'as pas voulu l'amener devant la justice, c'est que tu avais les soucis de son âme. Exactement. Je pense que quand j'ai eu ma délivrance, j'ai arrêté de le détester. Parce que c'est la première personne que de toute ma vie j'ai détesté. J'ai arrêté de le détester et il a commencé à me faire de la peine. Il a commencé à me faire pitié. J'ai commencé à prier que Dieu le délivre. Parce que ça ne me faisait pas du bien. Tu dors à 3h du matin, tu vois quelqu'un lance une pierre dans ta fenêtre, il a cassé la fenêtre. Mon concierge se réveille, tous mes voisins se réveillent et tout pour voir mais qu'est-ce qui se passe. C'est même pas, ce jour-là, c'est même pas moi qui ai appelé la police. C'est mes voisins qui ont appelé la police pour dire qu'il y avait quelqu'un qui me harcelait la nuit. Et puis quand on m'a demandé c'était qui, j'ai dit que je ne savais pas. Et toute cette histoire ici, la manière dont tu as traversé ça, la manière dont tu as géré ça, la manière dont tu es arrivé quand même à t'en sortir dans ça. Et aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui sourit, qui parle de ça comme si rien n'était. Mais c'était quelque chose qu'elle se disait parfois qu'après ça, c'est ma mort. Parce que je m'imagine vraiment que dans ces genres de temps-là, tu as au moins pensé à la mort aussi. Oui, j'ai pensé à ça. C'était vraiment, on va dire que c'est ça qui me hantait le plus, la mort. Je voulais mourir parce que je me disais que le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est que je meure, pour que la douleur passe. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui. Il m'a vraiment aidé à sortir de ça. Mais il faut savoir aussi que j'ai quand même suivi une thérapie.
Parce que après j'étais allée me faire ausculter à l'hôpital par rapport aux douleurs que j'avais, les douleurs vaginales que j'avais. Et vu qu'à l'hôpital on avait constaté qu'il y avait eu des déchirures ou quoi enfin, ils avaient constaté des choses. Donc légalement, on est obligé de te faire un suivi psychologique. Donc j'ai eu à voir un psychologue pour ça et tout. On a parlé et c'est vrai que dans l'église c'est pas cautionné, mais ça aide énormément de voir un psy. Ça aide. Wow. Ça aide de parler avec quelqu'un qui Pour ne te arriver à connaît pas. Mhm. Ça aide vraiment de parler avec quelqu'un qui ne te connaît pas et il aura toujours un avis objectif par rapport à ta situation. Ça m'a aidé pendant 1 mois ou 2 et tout, mais après, vu que je me sentais mieux par rapport à ce qui se passait à l'église, vu qu'à l'église, on a vraiment fait un suivi pour moi, je me suis dit que je n'en avais plus besoin. Et c'est là que tu as vraiment délivré de tout. Oui. Et après ça, tu as... Bon, on va sauter pour gagner le temps. Il y a une histoire que moi j'attendais de plus. Aujourd'hui, je devais être avec Madame Joël, mariée, mais malheureusement, elle a failli. Bon, je vais en parler en bref parce qu'on a plus beaucoup de temps. Yeah. Ce qui s'est passé, c'est que j'allais mieux, on va dire, je rayonnais encore et tout parce que Dieu m'avait vraiment délivré de ce qui se passait et tout. Mais par rapport aux hommes, j'étais fermée. J'étais vraiment très fermée à l'idée de fréquenter les hommes par rapport à ce qui m'était arrivé avant. Malgré le fait que j'étais guérie à l'intérieur, je ne pouvais plus faire confiance à quelqu'un. Mais j'ai rencontré quelqu'un par inadvertance. Par inadvertance. Et on s'est fréquenté pendant 2-3 mois. Et la personne m'a fait une demande en mariage. Ok. Il a demandé ma main, mais je n'ai pas accepté. J'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la carrière que tu cherchais, il n'avait pas l'aspect que tu t'attendais, il n'avait pas... Non, c'est pas ça. C'est parce que j'essaie vraiment de faire pour que ça soit bref. Mais c'est vraiment que aujourd'hui, je pense que la personne était obsédée par l'idée de se marier que par l'idée de se marier avec moi. Ah ouais, donc la personne en soi, il cherchait le mariage en fait. Il cherchait le mariage, il cherchait pas le mariage avec moi. Ok. Si j'ai raconté cette histoire, c'était vraiment à mesure préventive. Parce que nous, les femmes, on a tendance à vraiment s'emballer très rapidement quand on nous parle de mariage. Dès qu'un homme vient avec l'intention de se marier, dès qu'il parle du fait qu'il veut se présenter à sa famille, parce que moi, c'était vraiment comme ses parents qui voulaient se présenter aux miens, tu vois. Et directement, elle s'emballe rapidement. Mais cette fois-là, vraiment, je peux dire ça que j'ai vraiment fait preuve de discernement parce que j'ai pas voulu me précipiter. La personne, c'est vrai, elle était bien. Sur le moment, elle était bien. Mais moi, quand j'ai dit non à sa demande, je lui ai dit que je voulais me marier, mais que je ne voulais pas me marier tout de suite. Il fallait qu'il attende que je termine mes études et que je sois stable financièrement avant d'entrer dans un mariage. Parce que si je me mariais avec lui, j'allais me marier sans emploi et sans diplôme, en soi. Et pour moi, ce n'était pas quelque chose d'envisageable. Pour moi, il fallait que je me construise d'abord moi-même pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Et c'est quand je lui ai fait part de ma vision telle qu'elle que la personne a changé de visage avec moi. C'est quelqu'un qui a commencé à être... Il a d'abord commencé à être agressif verbalement. C'est-à-dire qu'il a commencé à beaucoup me critiquer sur mon physique. Comme je suis habillée comme ça, il n'aimait pas. Il fallait que je mette des petits trucs pour qu'il soit content. Or, moi, c'est pas mon truc. Par exemple, il avait tendance aussi à me comparer avec les femmes qu'il avait fréquentées avant. Et toutes nos discussions tournent autour du mariage. Si je fais un truc, c'était vraiment comme « Ah, tu fais ça parce que tu peux te marier avec moi. Tu fais ça parce que tu veux pas te marier avec moi. » Et sa famille, quand j'ai parlé à sa famille, que je leur ai dit que je ne voulais pas me marier maintenant et que s'ils voulaient vraiment de moi, ils devaient patienter, ils m'ont dit ils m'ont sorti un truc comme que non, c'est mon papa. Parce que son papa était pasteur. Son papa a dit qu'il a vu spirituellement que c'est mon père qui bloquait mon mariage. Que non, mon père ne veut pas que je me marie, des choses comme ça et tout. Et moi, quand tu commences à toucher à ma famille, je me détache. Et vraiment, je pense lui et moi, on a eu à beaucoup parler.
Mais le déclic, c'est vraiment le jour où il m'a donné une gifle. Il m'a donné une gifle parce que je lui ai dit que je ne voulais pas. En fait, il voulait faire de moi une femme au foyer qui allait lui pondre plein d'enfants. Et vu qu'on n'était pas d'accord sur ce point-là, la discussion est partie en vrai. Il m'a donné une gifle. Et moi, je venais déjà dans un endroit où on me frappait. Une gifle seulement, je pars. Waouh. Vraiment, il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas aller plus loin vu que le temps nous fait défaut. On doit devoir arrêter ici. Et je pense que par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, il y aura une deuxième partie de notre plateau. Oui. Ah bon? Il y aura une deuxième partie de notre plateau autour d'une verre parlée à cœur ouvert. Vous allez comprendre que notre sœur nous a parlé à cœur ouvert. Elle nous a parlé de son témoignage. À travers son témoignage, moi, j'ai appris qu'il est possible de pardonner si tu es intime avec Dieu. Si tu es intime avec Dieu, tu auras la compassion pour l'âme qui t'a fait du mal. Et tu peux le pardonner facilement. Il nous a aussi appris qu'il est possible de sortir dans une dépression si tu apprends à parler à quelqu'un. Une personne qui ne te connaît pas, bien sûr. Une personne qui a une bouche de Dieu, pas une personne qui a une bouche des hommes, parce qu'une bouche des hommes parlera à tout le monde et tu verras que ton nom, ça sera sur du panneau. Alors, je pense qu'on a retenu plusieurs choses de ces témoignages. Je suis obligé de l'arrêter parce que le temps, il est vraiment parti. Vraiment, merci beaucoup, Maman Joël. Je pense que tu n'as pas tout dit et moi aussi, je n'ai pas tout entendu de tout ce que j'ai appris de toi. Si Dieu nous prête vie, peut-être. On va faire une deuxième partie. Waouh. On vous dit merci. On dit merci à tous celui qui sera connecté pour suivre cette vidéo. Et on dit merci à notre invité. Merci vraiment de nous avoir honorés. Merci pour l'invitation. Nous espérons vous revoir. À bientôt. À bientôt. Merci. C'était votre programme autour d'une verre à cœur ouvert. Prochain numéro.